La guerre s'éternisait et pourtant, dès la fin de 1916, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, le président Wilson avait fait des propositions de paix sans annexion ni indemnité, une sorte de retour au statu quo ante. Et de même, début 1917, le nouvel empereur d'Autriche, Charles Ier, qui a succédé à François-Joseph, qui est mort en 1916, Charles Ier son neveu, eh bien, fait des offres de paix séparées par l'intermédiaire de son beau-frère, le prince Sixte de Bourbon-Parme. Et ces propositions de paix séparées sont faites avec l'accord de l'Allemagne, ce qui est à souligner. Et à ce moment-là, qui est président du Conseil en France? C'est Clémenceau. Depuis 1917, depuis fin 1917, il est président du Conseil et ces offres de paix ne l'intéressent pas beaucoup. Il ne s'y oppose pas ouvertement, mais en réalité, si la guerre s'arrêtait maintenant qu'il est enfin président du Conseil, eh bien, plus jamais il n'aurait l'occasion d'être le père de la victoire et de se couvrir de gloire. Il lui fallait encore quelques morts pour arriver à ce but, et même beaucoup de morts. Et Clémenceau répétait « Je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre ». En réalité, ce qui va faire vraiment achoper ces offres de paix, c'est l'Italie. Le président du Conseil, depuis 1917 également, c'est Orlando. Or, il y a la question des terres irrédentes qui ont été promises à l'Italie par des accords secrets. Et si la guerre s'arrêtait, il ne les obtiendrait pas. Et lui aussi, son slogan, c'est « résister, résister, résister ». On se demande d'ailleurs à quoi, puisque l'Italie est entrée en guerre en 1915 sans que personne ne l'attaque. Donc on ne voit pas très bien à quoi elle résiste. Et donc ces négociations de paix vont rester sans écho, et pourtant, en France, eh bien, Caillaux, qui est toujours vivant, qui est toujours là, lui aussi, il propose ouvertement des négociations de paix, si bien que sur ordre de Clémenceau, il sera arrêté en janvier 1918 et accusé d'intelligence avec l'ennemi. Il finira la guerre en prison. Toutefois, l'année 1917 a fait évoluer la situation, puisque la Russie, son armée est en décomposition. Des propositions d'armistice ont été soumises à l'Allemagne dès novembre 1917, qui vont aboutir au traité de Brest-Litovsk le 3 mars 1918, qui font sortir la Russie de la guerre, et ce qui permet de libérer toutes les divisions de l'Est pour les reporter vers l'Ouest. Ainsi, Ludendorff bénéficie de l'apport de nombreuses divisions, ce qui fait qu'il a une supériorité numérique de 192 divisions d'infanterie contre 172 divisions d'infanterie pour les Alliés. Et de mars à juillet, de grandes offensives sont lancées qui lui permettent de percer des poches profondes dans les lignes alliées. Si bien que de nouveau, comme en 1914, les troupes allemandes approchent de la Marne, c'est-à-dire sont toutes proches de Paris. C'est à ce moment-là aussi que le commandement unique est établi entre les troupes alliées. Jusqu'à présent, chaque armée était commandée par son propre chef, et c'est le général Foch qui va être choisi le 25 mars 1918 comme commandant unique, de préférence d'ailleurs à Pétain, que Clémenceau trouvait trop pessimiste, c'est-à-dire peut-être trop prudent. Et le 18 mai 1918, une contre-attaque alliée dans la région de Château-Thierry, une attaque menée avec l'appui des chars et des avions, prise nette l'avance des Allemands. C'est ce qu'on appelle la deuxième bataille de la Marne. Cette fois-ci, les chars ainsi que l'aviation ont fait la différence. Les Allemands reculent, mais ils ne reculent pas en désordre, ils se replient successivement sur des positions. Et les positions allemandes sont toujours solides et bétonnées. Mais les alliés de l'Allemagne demandent bientôt l'armistice l'un après l'autre. La Bulgarie le 29 septembre 1918, la Turquie le 31 octobre 1918, l'Autriche le 3 novembre. Et dès le 4 octobre, également, le nouveau chancelier, qui était le prince Max de Bade, cousin de Guillaume II, avait fait une demande d'armistice aux États-Unis. Mais le président Wilson avait mis pour préalable à cet armistice l'abdication de Guillaume II, ce qui n'était pas acceptable à ce moment-là. Et pourtant, à la longue, le commandement allemand est de plus en plus inquiet de la décomposition des unités militaires et aussi des symptômes de révolution qui se manifestent dans le pays. L'événement symbolique, c'est la mutinerie des marins de Kiel en octobre 1918. Si bien que le grand état-major allemand pousse le pouvoir civil à demander l'armistice. Le 7 novembre, une délégation franchit les lignes. Le 9 novembre, Guillaume II abdique. Et l'armistice va être signé dans la nuit du 10 au 11 novembre 1918 dans un wagon à Rotonde, dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne.
En réalité, les armées allemandes ne sont pas du tout en déroute. Et toutefois, les conditions qui vont être imposées par Foch par la suite allaient mettre l'Allemagne à la merci des vainqueurs. Et on peut signaler d'ailleurs que le général Pétain s'était opposé à cet armistice, car il avait conscience que si on accordait à l'armistice à l'Allemagne sans qu'elle ait le sentiment d'être vaincue, eh bien ce serait de mauvais augure pour la suite. Et on voit qu'il avait raison, et cette position de Pétain sur l'armistice de 1918 doit être rapprochée de sa position qui viendra sur l'armistice de 1940.